Plaisir, liberté, aventure intérieure, beaucoup. En fait, c'est beaucoup de choses qui viennent et quand on court sur un 400 mètres haies, voilà, qu'on est lancé, c'est plein d'informations qui viennent, d'émotions. On se sent vivant, quoi. En tout cas, moi, je me sentais. C'est la seule chose qui me faisait à 7 ans dans les cours d'école et après à 10 ans quand je faisais des crosses, ou qui me faisait me sentir aussi vivant. Voilà, le corps en mouvement, il vous parle, vous le sentez, vous le vivez pleinement, quoi. Et dans nos modes de vie qui sont très sédentaires et peu actifs, on l'habite pas vraiment, en fait. On n'est pas présent pour ce corps-là, on le sent pas. C'est juste cette harmonie, en fait, entre le corps et l'esprit que me permettait de sentir la course. Et voilà, c'était tout simplement ça, très tôt. La compétition, c'était pas un sujet au départ. C'était vraiment moi courir, me faire plaisir, me dépasser, essayer de courir le plus vite possible, le plus longtemps, ou quelle que soit la distance, en fait, de sentir le souffle, les appuis, les temps de suspension. C'est un rapport au temps et à l'espace, en fait, qui est très particulier, que j'ai senti très très tôt dans les cours d'école, où en une accélération comme ça, dans un jeu, on sent en très peu de temps des choses qui se passent, des émotions. Voilà, c'est une hypersensibilité pour le plaisir que donne la course. Et aujourd'hui, c'est toujours intact. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Stéphane Diagana. Vous êtes nombreux à connaître le parcours sportif de Stéphane, premier champion du monde français d'athlétisme de l'histoire, à l'occasion de sa victoire sur le 400 mètres haies à Athènes en 1997. Une performance remarquable parmi tant d'autres, entre un titre de champion du monde en relais 4x400, un titre de champion d'Europe du 400 mètres haies, ou encore un record du monde sur 400 mètres haies que Stéphane a détenu pendant 24 ans. Il est à peine nécessaire d'en dire plus, vous savez déjà tous que Stéphane est une figure majeure et essentielle de l'athlétisme et plus généralement du sport en France. Au-delà de ses brillantes performances, Stéphane a toujours pris soin de mener de front études, aspirations professionnelles et quête d'ambitieux objectifs sportifs. Cette savante combinaison fait de Stéphane un homme éclairé et éclairant, qui a beaucoup de choses à partager et à transmettre dans le domaine sportif, mais qui s'applique tout aussi bien dans des registres plus personnels et professionnels. Des enseignements universels, pour le dire autrement. Il va partager avec nous aujourd'hui son fascinant parcours de vie, mais aussi son marathon de Londres, qui illustre à merveille combien le sport est à même de faire sauter toutes les barrières. Stéphane est également fortement engagé sur le terrain du sport santé, un autre thème sur lequel il va évidemment revenir aujourd'hui. J'ai passé un moment hors du temps avec Stéphane, dont vous pourrez mesurer au détour de chaque mot la profonde bienveillance. Vous l'entendrez, son amour et cette passion d'enfant pour la course à pied qui ont pris corps dans une cour d'école, puis sur piste, n'ont jamais quitté Stéphane depuis. Mais je ne vous en dis pas plus. Stéphane va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Piste and Love. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmonie Mutuelle. Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé. Une société plus juste, plus solidaire. Avec Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Bonjour Stéphane, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va ? Ça va très bien, merci Guillaume. On enregistre cet épisode le jeudi 12 janvier. Est-ce que tu aurais accepté ma proposition d'enregistrer le vendredi 13 où tu es superstitieux ? Oh là, pas de problème. Pas de problème. J'ai pas de problème de ce côté-là. Ça aurait été sans souci. Impeccable aussi, pas de problème. Stéphane, petite question traditionnelle d'ouverture de podcast. On enregistre donc cet épisode le 12 janvier, je viens de le dire. C'est le jour de la Sainte Tatiana. C'est une information assez essentielle, je pense. Mais c'est aussi le jour de naissance de Mel C, des Spice Girls, plus connue sous le nom de Sporty Spice. Zach de la Rocha, qui est l'emblématique chanteur de Rage Against the Machine. Je ne sais pas si tu as écouté ça dans tes jeunes années. Feu et Likaku. Haruki Murakami, qui est le célèbre écrivain japonais et auteur notamment de l'essai de référence Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, que tu as
peut-être lu, en tout cas. La solitude de coureur de fond. Exactement. Un must que je recommande chaleureusement à nos auditeurs s'ils l'ont pas lu. Et enfin, Jack London, qui est aussi un écrivain américain, lui, dont les thèmes de prédilection sont l'aventure, la nature, qui est le célèbre auteur de Cro-Blanc notamment et de L'Appel de la forêt. C'est notre forme d'aventure. Ce sont deux aventuriers, mais l'aventure interne, et puis l'aventure interne différente encore. Et ce sont deux aventures internes, toujours. Exactement. Si tu devais passer un dîner d'anniversaire avec l'un de ces 5 personnes, donc Mel C, Isaac de la Rocca, Eli Kaku, Murakami ou Jack London, avec qui tu voudrais passer un dîner d'anniversaire du 12 janvier? Probablement Jack London, ouais. Vous aurez beaucoup de choses à partager sur vos aventures réciproques. Ouais, pour découvrir les univers qu'il nous a fait découvrir, pourquoi cette passion pour l'univers du froid, qui est pas le mien du tout. Mais en même temps, des voyages fantastiques, parce que j'en ai lu quelques-uns quand j'étais jeune, et ça a été des très marquant. Ouais. Stéphane, ton parcours est largement connu. Est-ce que tu pourrais te présenter, mais de façon un peu inhabituelle, avec 5 dates à ton libre interprétation, perso, pro, sportive? Si Stéphane Diagana en 5 dates, ça dirait quoi? Alors 5 dates, pas facile. C'est toujours compliqué. On va commencer par la première, la date de naissance. 23 juillet 1969. Et plus que la date, même si c'est 2 jours après les premiers pas sur la Lune. Voilà. Ah oui, c'est incroyable. Exactement, c'était le 21 juillet, et voilà, 2 jours après. Tu as failli t'appeler Neil? Je sais pas si mes parents y ont pensé, faudrait que je leur pose la question. J'aurais dû leur poser la question. En tout cas, mon papa, qui est décédé malheureusement il y a quelques années. Et non, pourquoi cette date-là? Surtout pour le lieu, parce que je suis né dans un endroit qui est, compte tenu de mes origines africaines, assez drôle. Je suis né à Saint-Afrique, avec 2 F, dans l'Aveyron. Un fief de la course à pied aussi et du trail, voilà, puisqu'on n'est pas loin de Millau. Et je suis né là-bas tout simplement l'été, en vacances, du fait de mes origines maternelles. Donc mes origines maternelles me ramènent à l'Afrique avec Saint-Afrique, et celle de mon père, bien sûr, avec l'Afrique de l'Ouest, puisque mes origines du côté de mon papa sont du côté de la Mauritanie et du Sénégal. Voilà. Une première date, la date importante. Une deuxième date, je vais dire, alors, c'est un mois, une année, c'est septembre 88. Non, j'irai avant. J'irai 10 ans plus tard. Je suis né en 69, 10 ans plus tard, 1979. Donc, septembre 79, c'était probablement ma première licence d'athlétisme. Voilà, au club de Cormeilles en Parisis, dans le Val d'Oise, pas loin de là où j'habitais. En fait, je voulais faire de l'athlétisme depuis l'âge de 7 ans, mais j'habitais à Saint-Denis. Ma mère était institutrice, et il n'y avait pas de stade proche, pas de club identifié. Donc, mais je savais déjà que je voulais faire de l'athlétisme. Et donc ma mère étant institutrice, elle a été mutée après dans le Val d'Oise, et j'ai rappelé à mes parents que je voulais faire de l'athlétisme. Et là, il y avait un club pas trop loin, et donc je me suis inscrit dans ce club, et voilà, je suis toujours licencié dans un club d'athlétisme depuis 1979. Donc une date fondatrice, s'il en est. Voilà, une date fondatrice, une passion qui m'a jamais quitté. La troisième, l'INSEP, c'est ça? Ouais, septembre 88, l'entrée à l'INSEP. Donc c'est presque par tranche de 10 ans. Alors, on est en 89, on est en 88. L'entrée à l'INSEP et ma rencontre avec Fernand Hurtebise, voilà, qui sera mon coach de 1988 dans l'entrée à l'INSEP jusqu'en 2004. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de ma carrière, et voilà, une très très belle rencontre, l'une des plus belles de ma vie, avec voilà, au-delà de ma famille, bien sûr, mes parents, mes frères. Mais en termes de rencontre, oui, à cet âge-là, ça a été une rencontre marquante, et qui m'a beaucoup apporté, bien au-delà des seuls résultats sportifs, sur le plan humain, sur le plan des valeurs. C'est une vraie chance de rencontrer une personne comme ça dans sa vie, quand on est encore en train de se construire à 19 ans, et ça s'est fait dans la continuité des valeurs de mes parents, donc c'était parfait. Bon, je parle pas bien sûr du grand entraîneur qu'il était, mais de l'homme avant tout. 3 sur 5, Stéphane. Voilà, encore 10 ans plus tard, il y a peut-être des choses à glisser entre les deux, avant 2008, je pense. Avant 2008, oui, bien sûr. Avant 2008, il y a des dates personnelles, bien sûr. 4 août 97, 5 juillet 95. Allez, on va commencer par celle-là. 5 juillet 95, le record d'Europe, 47-37 à Lausanne, qui aura tenu jusqu'à ce que Karsten Warholm s'en occupe très très bien pour le porter à un niveau assez incroyable, et record du monde maintenant. Mais voilà, de 95 à 2019, ce record d'Europe a tenu assez curieusement, parce que je l'avais battu de 11 centièmes, c'était 47-48, donc c'était pas non plus une progression énorme. Et le record précédent avait tenu 13 ans, donc je m'attendais pas à ce qu'il dure aussi longtemps, très, très sincèrement.
Et puis après 4 août 97, le titre mondial individuel. Voilà, si je prends une cinquième date, il y en aurait beaucoup à titre personnel parce que j'ai pris les dates personnelles, mais il y en aurait d'autres qui sont voilà. Mais bon, Ta il faut femme, tes choisir. enfants, bien sûr. Je suis resté sur la carrière, le parcours de la carrière. Je suis pour la paix des ménages, hein, Stéphane. Il est encore temps de citer ta femme ou tes enfants. Ça arrive après. Oui, bien Ça sûr, arrive bien après. sûr. Le mariage, le mariage, tout ça, ça arrive après. Non, je suis resté sur du début, je suis resté sur mon parcours sportif parce que sinon, c'est très difficile. Il y a Bien d'autres sûr, dates bien sûr. c'est marquant, et je suis resté voilà sur ce parcours. Stéphane, le sport, et tu l'as embrassé très jeune. Est-ce que c'est lié à l'environnement familial dans lequel tu as bercé ou c'est vraiment toi qui t'es forgé cet intérêt par toi-même? La course à pied, elle arrivait très tôt dans les cours d'école pour toi et ça a été très immédiat, je crois. Est-ce que c'est toi qui as eu instinctivement cet appel-là ou est-ce que c'est forgé aussi, c'est un héritage, tu penses, de ta famille ou de tes amis, de ton entourage? Non, c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça. C'est une chance incroyable. On parle souvent dans le talent, euh, dans le don, on parle souvent de capacité physique, on parle souvent de capacité mentale, mais parfois il y a aussi la dimension émotionnelle. Ce que m'a procuré la course à pied dans les cours d'école très tôt, c'est quelque chose que j'ai ressenti sur les pistes après et qui était quelque chose de très fort. Donc, je dirais le plus grand des talents peut-être que j'ai eu, c'est d'avoir cette sensibilité exacerbée, cette passion très très forte qui m'a conduit sans me poser beaucoup de questions vers l'athlétisme. Et quand j'ai découvert l'athlétisme, j'avais commencé un peu le football avant, mais c'était pour occuper le temps avant de commencer l'athlétisme. Et quand j'ai découvert l'athlétisme, il y avait pas de possibilité pour les autres sports. C'était voilà juste. Donc ça a été ma plus grande chance et ça a été une évidence. Ouais. C'était l'idée de plaisir et de liberté, en fait, c'est ça que t'offrait de façon très intuitive la course à pied? Oui, plaisir, liberté, aventure intérieure. Beaucoup. En fait, c'est beaucoup de choses qui viennent et quand on court sur un 400 mètres haies, voilà qu'on est lancé, c'est plein d'informations qui viennent, d'émotions. On se sent vivant, quoi. En tout cas, moi, je me sentais. C'est la seule chose qui me faisait à 7 ans dans les cours d'école et après à 10 ans quand je faisais des crosses, ou qui me faisait me sentir aussi vivant. Voilà, le corps en mouvement. Il vous parle, vous le sentez, vous le vivez pleinement, quoi. Et dans nos modes de vie qui sont très sédentaires et peu actifs, ben on l'habite pas vraiment. En fait, on n'est pas présent pour ce corps-là, on le sent pas. Et voilà, donc c'est juste cette harmonie en fait entre le corps et l'esprit que me permettait de sentir la course. Et voilà, c'était tout simplement ça très tôt. La compétition, c'était pas un sujet au départ. C'était vraiment moi courir, me faire plaisir, me dépasser, essayer de courir le plus vite possible, le plus longtemps, ou quelle que soit la distance en fait, voilà, sentir le souffle, les appuis, les temps de suspension. C'est un rapport au temps et à l'espace en fait qui est très particulier, que j'ai senti très très tôt dans les cours d'école, où en une accélération comme ça dans un jeu, on sent en très peu de temps des choses qui se passent, des émotions. Voilà, c'est une hypersensibilité pour le plaisir que donne la course. Et aujourd'hui, c'est toujours intact. C'est-à-dire que je suis un passionné de vélo, je fais du vélo, mais parfois je roule et je vois des gens qui courent à côté. Je dis et puis je peux pas courir parce que j'ai un problème de mollet. Je dis vivement que je recours parce que c'est trop bon quand même. Quand je les vois courir, je m'imagine le plaisir qu'ils prennent. Je devance un peu une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais est-ce que ce regard d'enfant, finalement, cette simplicité, cette spontanéité, cette connexion très émotionnelle à ta pratique, est-ce que c'est un combat de la préserver quand d'autres enjeux commencent à venir à se mêler à des sujets de performance, de réussite, de médiatisation? Est-ce que c'est une lutte intérieure pour réussir à préserver ce regard et finalement ce côté très instinctif dans son rapport à la course à pied? Alors ça m'a jamais parasité. L'enjeu n'a jamais pris le pas sur le jeu, sur ce plaisir-là. Il était présent, mais c'était deux choses à part. Et l'enjeu me plaisait parce que c'est une autre aventure. Ça apporte d'autres choses. Ça vous oblige à vous construire, ça vous oblige à vous connaître. Donc c'est aussi quelque chose qui peut vous nourrir si vous le prenez par le bon bout. Ça peut vous détruire si vous le prenez par le mauvais. Mais la façon dont j'ai approché le challenge, ça a été quelque chose de positif. Je dirais qu'il n'y a pas de nuit du tout à ça. C'était une autre façon d'apprendre sur soi, voilà, de ressentir des émotions fortes aussi, parce que s'il n'y a pas cet enjeu-là, le cœur qui palpite avant, ces émotions qu'on doit essayer de dompter, de maîtriser, ce fameux stress dont on doit faire un allié, en fait, pendant un temps, on croit qu'il faut lutter contre.
Et en fait, il faut aller avec, il faut l'apprivoiser. Je dis souvent, c'est une bête sauvage qu'il faut dompter, mais faut pas la mettre en cage. Il faut l'avoir avec soi parce que c'est une force incroyable. Mais on peut se faire désarçonner si on la maîtrise pas. Voilà. Donc voilà, c'est un peu comme sur un rodéo en fait. Hein. Ça prend du temps. Est-ce que c'est des choses que tu as réussi à post-rationaliser, mais est-ce que plus jeune, et notamment tes premières compétitions, est-ce que c'était une source de motivation additionnelle pour toi? On comprend que tu courais pas après ça, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que c'était une source de motivation? Est-ce que ça a pu créer une pression à laquelle tu goûtais pas nécessairement, même si les enjeux étaient moindres parce que très jeune et puis pas dans cette optique-là de performance? Est-ce que tu as réussi à la domestiquer assez vite finalement, cette forme de pression ou ce stress qui est inhérent à toute compétition, quelle que soit la catégorie et les âges, les enjeux? Je l'ai plutôt assez vite bien géré. Parce que je pense que j'ai pas fait du résultat une affaire personnelle. C'était pas l'objectif à tout prix d'être bon, d'être le meilleur, d'être le premier. Et personne l'a fait pour toi, personne t'a dirigé vers ça non plus, personne t'a fait comprendre que c'était, qu'il fallait que tu réussisses, t'as pas eu cette pression-là externe non plus. Non, j'ai bien compris après, plus tard, au fur et à mesure, mais si je repense au début, je dis la compétition, c'est une opportunité de courir en plus, et donc d'aller me faire plaisir. Après, d'essayer de faire le mieux possible, et c'est toujours ce qui m'a importé, et je suis toujours parti dans mes courses pour ça, mais sans être paralysé par le fait de dire et si t'es pas premier, si t'es pas sur le podium, et si t'es pas c'était plus pour moi les podiums et la réussite, c'est plus une conséquence d'une démarche, je dirais, d'excellence, de quête de la perfection au fur et à mesure de ma carrière. Après, bien sûr, il y a des moments où c'est pas facile quand vous sentez pas les moyens parce que la préparation n'a pas été bonne, que vous êtes obligé de revoir éventuellement votre objectif, ou vous sentez qu'il s'échappe un peu parce que il manque des choses quoi dans la préparation. C'est ces écarts-là qui sont un peu durs à gérer. Voilà, mais globalement, non. De la pression, j'en avais, je dirais pas que j'en avais pas, mais très vite, j'ai réussi à en faire quelque chose de positif. J'étais souvent meilleur en compétition. La plupart de mes meilleurs temps, ils ont été faits dans les grandes finales, que ce soit au championnat d'Europe en 2002, quand j'ai été champion du monde aussi, dans d'autres championnats du monde. Donc ça a été plutôt positif parce que j'ai pris ça comme quelque chose de positif qui me permettait de me construire, et j'en ai jamais fait une affaire personnelle. De me dire le regard que tu as sur toi dépendra du résultat, et le regard que les autres ont sur toi dépendra du résultat. Et je pense que quand vous vous détachez de ça, que vous êtes capable d'être heureux quatrième quand tout le monde est déçu pour vous, et déçu troisième quand tout le monde est content pour vous parce que c'est votre premier podium mondial. Je fais référence à 1993 où je suis quatrième tout près du podium sur 400 mètres haies au championnat du monde, et 1995, 2 ans après, où je suis troisième, c'est mon premier podium mondial, tout le monde est heureux, moi je suis déçu. Et à l'inverse, tout le monde était déçu pour moi quand je suis quatrième. Et moi, j'étais heureux parce que j'avais donné le maximum, j'avais battu mon record de près d'une demi-seconde, et je savais que j'étais sur la bonne voie pour devenir champion du monde un jour. Donc, quand vous apprenez à vous affranchir de ça et à avoir un jugement sans complaisance vis-à-vis de vous, et parfois plus dur que les observateurs extérieurs, et puis à vous détacher aussi des louanges quand elles sont pas méritées, vous êtes beaucoup plus serein, et le résultat importe peu finalement. Stéphane, à quel moment tu as pris conscience de tes capacités à performer? Est-ce que de toi-même, tu as fait ce constat-là plus jeune? Est-ce que tu as eu besoin d'observateurs extérieurs pour te faire comprendre qu'il y avait des choses à imaginer, en tout cas que ça valait le coup peut-être de pousser un peu plus loin et de mettre encore plus d'engagement dans le sport? Est-ce que tu as fait ce constat par toi-même, et cette envie, elle est née en toi, ou est-ce qu'elle a été portée par aussi un entourage sportif, familial ou autre? En fait, quand j'ai pris ma première licence en 1979, j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai fait vraiment 3 rencontres formidables avec mes coachs qui ont tous eu le bon rôle au bon moment. D'abord, Alain Julien, donc au club de Cormeilles-en-Parisis. Ensuite, Lionel Gourlet, qui est un coureur de 110 mètres haies. Le premier était plutôt épreuve combinée. Et puis, ça c'était à Franconville. Et puis après, Fernand Hurtebise. Et donc, quand j'ai rencontré mon premier entraîneur, ça a été vraiment un très très bon éducateur. Donc j'ai été bien formé de manière assez large sur les différentes disciplines de l'athlétisme. Bon, on a très vite exclu les lancers parce que c'était vraiment pas ça, mais du sprint au demi-fond en passant par les haies, et sans hauteur, sans longueur, bon, j'ai touché à pas mal de choses, et en fait j'étais plutôt bon assez tôt dans les catégories Benjamin, minime, donc c'est de 12 à 15 ans quoi. En gros, j'étais pas mal, mais j'étais pas forcément
meilleur au niveau national, j'étais bien au niveau départemental, un peu régional. Et puis après, j'étais pas mal au niveau national, mais pas suffisamment pour partir en compétition internationale avec l'équipe de France, en junior notamment. Donc ça a été progressif, des bonnes capacités, mais de là à me dire qu'un jour je serai champion du monde, non, vraiment, il y avait rien d'évident. Je veux dire, en junior, quand vous avez des gens comme Kevin Mayer qui sont champions du monde junior, je prends souvent ces exemples, ou Ladji Doucouré, ou Sacha Zoya, pour parler du plus jeune d'entre eux. Si un jour on vous dit ils ont 18 ans, vous voyez ce qu'ils font, si on vous dit qu'ils pourront être champion du monde ou champion olympique un jour, vous n'êtes pas surpris. S'ils le deviennent, vous n'êtes pas surpris. Pour moi, c'était loin d'être une évidence. Donc j'avais pas un talent comme ça, même à 18-19 ans, qui était évident. Par contre, oui, j'avais un plaisir qui était peut-être supérieur à la moyenne. Et donc aller à l'entraînement tous les jours, c'était pas tous les jours au début, mais le plus souvent possible pour moi, c'était c'était une chance. Et ça ne laissait rien de côté. Je veux dire, je ne voyais même pas ce que je laissais à côté parce que ça n'existait pas. Donc tu avais le goût de l'effort aussi, de ce que tu dis. C'est ce sentiment de travail, ce besoin de travailler pour performer, de pas s'appuyer sur un éventuel talent, mais en tout cas d'avoir comme socle avant tout d'être le premier sur la piste et le dernier à en partir. Oui, bah voilà, le goût de l'effort et le goût, et j'ai eu la chance quand je suis entré à l'INSEP avec Fernand Hurtebise, d'avoir quelqu'un qui était très ouvert dans la discussion, dans l'explication, pour tout ce qui est programmation, d'entraînement. Et moi, j'étais très demandeur parce que j'ai un goût pour les sciences, j'ai une formation au départ dans ce domaine-là, et je sais que quand je comprends, je m'engage 2 fois plus que si je comprends pas. Bon, ça me paraît logique pour moi. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Pour certains, il suffit de faire confiance à l'entraîneur, fermer les yeux et puis ça suffit. Ils n'ont pas envie de rentrer dans les détails et de mettre les mains dans le moteur. Moi, c'était important de comprendre un peu l'approche et j'ai été très bien servi avec Fernand. C'est pour ça que ça a bien fonctionné et qu'on a travaillé 16 ans ensemble. Mais oui, le goût de l'effort, de l'engagement physique, bien sûr, mais le goût de l'effort dans la réflexion aussi sur la construction d'entraînement, sur les facteurs clés de la réussite, pour essayer autour de moi et autour de l'entraînement, de mettre toutes les pièces du puzzle qui permettent d'accéder au plus haut niveau et d'optimiser son potentiel. Et ça m'a passionné, bien sûr, parce que ça vous amène à beaucoup de rencontres, parce que plus vous avancez, plus il faut vous entourer. Hein. C'est un sport individuel que pour 47 secondes ou 48 secondes sur un 400 haies, mais pour le reste du temps, c'est un travail d'équipe collaboratif très très riche. Ça, tu en as pris conscience au moment de l'INSEP, justement, cette dimension collective et que l'excellence, elle venait du collectif? Oui, au fur et à mesure, parce qu'au départ, quand vous êtes... et c'est ça qui est intéressant de pousser loin dans la quête d'excellence, quel que soit le domaine, parce que ça va vous amener à aller chercher des ressources autres que votre simple entraîneur, qui a ses limites aussi, qui n'est pas omniscient, et j'avais la chance d'avoir un entraîneur qui était assez ouvert, alors qui recherchait sans arrêt, qui se remettait en question, mais qui était aussi ouvert à faire venir d'autres expertises si besoin. Et puis de toute façon, vous avez besoin de vous entourer. Quand je dis au départ, vous avez besoin de votre entraîneur, et puis après de l'entraîneur d'un kiné, l'entraîneur d'un kiné d'un ostéopathe, l'entraîneur d'un kiné d'un ostéopathe un nutritionniste, et puis derrière un préparateur mental éventuellement, et puis un préparateur physique, et puis un agent, et tout ça doit fonctionner en harmonie, parce que les intérêts peuvent être parfois divergents, et ça peut poser problème. L'intérêt d'un agent et l'intérêt d'un entraîneur, ils sont pas toujours alignés. Il peut y avoir des frictions, ouais. Voilà, il peut y avoir des frictions. Donc, votre rôle, c'est d'aligner tout ça et vous êtes au centre de tout ça. Et ce travail m'a passionné aussi. Ce travail de relation, cette dimension humaine m'a passionné. Tu as rejoint l'INSEP en 88, tu nous l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as trouvé l'exigence que tu y attendais ou peut-être même encore plus que ce que tu pouvais projeter? Est-ce que tu as eu des surprises dans ces premiers mois, le moment où tu as commencé à toucher à cette pratique après ton bac là, et que tu as rejoint l'INSEP? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déstabilisé? Qu'est-ce que tu as trouvé que tu t'attendais peut-être pas à trouver exactement comme ça? Moi, je me suis senti tout de suite à l'aise. Tout de suite à l'aise du fait de la relation avec mon entraîneur, du fait du groupe d'entraînement et de la philosophie de mon entraîneur qui me permettait et qui souhaitait même que tous on ait un projet à côté en parallèle de formation. Et c'est ce que je voulais. Et en même temps, un projet vraiment d'excellence, avec des moyens, des ressources, des conditions d'entraînement. Et donc très vite, je me suis dit, voilà, j'ai le coach, j'ai le groupe, j'ai l'environnement. Donc je sais pas où ça va me mener, mais ça va me mener à mon maximum. Voilà, ça va mener au meilleur de moi-même.
Et je n'étais pas capable de dire, quand je suis entré à l'INSEP, où est-ce que ça me mènerait. Mais au fur et à mesure, vous voyez que vous avancez, et puis vous dites encore, mais il y a encore tous ces leviers à actionner, il y a tout ça que j'ai pas mis en œuvre, il y a tous ces axes de travail, et j'en suis déjà à courir 48, 50 ou 400 et donc il y a encore de la marge. Et puis après, quand vous courez 47, 80, vous dites, mais il y a encore ça, et je suis jeune, et j'ai encore du travail. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça m'a amené bien au-delà de ce que je pouvais imaginer au début. Tu as dit, je crois, quelque chose qui était proche de cette idée du fait que courir d'un point à un autre, ça n'avait de sens que celui qu'on voulait finalement lui donner. C'était quoi à ce moment-là, toi, le sens que tu donnais à cette démarche et à ce tour de piste? C'était en fait c'était quelque chose de très personnel en matière de construction, de développement personnel, et au fur et à mesure, on apprend sur soi, et des choses qui paraissent paradoxales deviennent complémentaires. Trouver que le doute est positif et que la confiance est positif aussi, c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal. Et en fait, on voit que les deux sont nécessaires. C'est juste le temps d'expression du doute et de la confiance qui doivent être contrôlés. Quand vous êtes dans les starting blocks au départ, oui, la confiance, elle s'impose. C'est plus le moment de douter. Mais en fin de saison, quand il y a des choses qui se sont bien passées ou mal passées, c'est le moment parfois de remettre en question, de dire voilà, on a fait d'une certaine façon, mais le temps passe. Est-ce que il faut faire de la même façon? Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Est-ce qu'on doit les prendre en compte, les intégrer? Il y a une nouvelle concurrence. Donc de temps en temps, c'est un doute qui vous permet la remise en question. Voilà, c'est l'ego et l'humilité aussi. Comment réconcilier les deux? J'ai une culture et une éducation du côté de ma maman notamment, qui m'a toujours dit regarde aussi, pense à ceux qui ont moins, regardez un peu en bas ou regardez un peu derrière. Et puis le sport, ça vous apprend à regarder devant, à regarder plus haut, à avoir de l'ambition. Mais quand vous avez une éducation qui vous amène à ça, ça peut poser question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est une valeur positive? Le mot ambitieux, d'ailleurs, il est très connoté, particulièrement en France. Quand on vous dit que vous êtes ambitieux, on ne sait pas si c'est un compliment ou un reproche parfois. Donc on le voit bien. Et ça change ça, tu penses, Stéphane? Parce que c'est un constat aussi sur le regard, même sur le sportif en France, et sur cette notion d'ambition qui peut être confondue ou prise comme de la trop grande confiance en soi, de la prétention. Est-ce que tu as le sentiment que le regard change, peut-être le manque de noblesse aussi qu'il peut y avoir sur l'effort physique et sur la place du sportif? Est-ce que c'est des choses qui évoluent par rapport à, j'imagine, peut-être les États-Unis, qui est un comparatif qu'on peut faire assez évident? Est-ce que tu sens que ça change? C'est évident, c'est évident que ça change, parce que on a une empreinte de la culture américaine, notamment vis-à-vis des jeunes, qui est de plus en plus forte. Et donc forcément, ça change. Oui, ça change la donne dans tous les domaines. Dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, on est une nation qui entreprend beaucoup plus. Les jeunes sont beaucoup plus tournés. J'ai fait une école de commerce en parallèle, et il y avait très peu de jeunes qui voulaient. Il y avait 4% à la sortie qui envisageaient d'entreprendre en 3 ans. Tous avaient envie de faire une carrière dans des grands groupes, donc comme un peu dans la fonction publique, avec une certaine perspective, mais dans le privé. Et très peu avaient envie d'entreprendre, mais c'était des grands groupes, des grandes marques qu'on connaît, que je vais pas citer. Mais aujourd'hui, ça change. Il y en a beaucoup qui ont envie et qui n'ont pas peur. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance plus grande, qu'il y a une envie de créer. Et quand on est sportif, on a envie de créer, on a envie de tracer sa propre route aussi. Donc il faut cette ambition-là. Et aujourd'hui, le regard sur le sport change aussi, parce que justement, dans la société, il y a beaucoup plus de gens qui se rapprochent de cette culture-là, qui ont envie d'entreprendre leur vie, peut-être un peu plus que de la subir et de se résigner. Donc ça change, mais on est encore loin du compte. Et le regard sur le sport dans notre société, j'espère que Paris 2024 il fera quelque chose, mais on le voit bien, notamment dans les milieux académiques, c'est très très compliqué d'avoir une reconnaissance quand on est sportif de haut niveau, pour pouvoir avoir des aménagements horaires, la place du sport à l'école. Bon, le prof de sport, c'est toujours le sport qui est pas, le professeur qui est pas forcément le plus valorisé dans les collèges et les lycées. Voilà, ça reste malgré tout encore assez prégnant en France, ce regard sur le sport. Le sport de haut niveau, c'est une quête d'excellence absolue qui est par définition jamais atteinte, où il y a toujours la possibilité de la repousser. Est-ce que ça pouvait être pour toi une forme de frustration, un sentiment d'inassouvi, ou malgré tout plein de moments d'accomplissement? Est-ce que, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le simple fait d'avoir entrepris et d'avoir mis en place ce qu'il fallait, plus avoir été au rendez-vous le jour J en faisant de son mieux, est-ce que finalement en soi c'était une source d'accomplissement total? Ou est-ce qu'il y a toujours cette envie de mieux, de toujours
plus, ou en l'occurrence mettre moins de temps pour la même distance. Est-ce que tu étais porté par ça aussi beaucoup? Oui, bien sûr, bien sûr. Comment dire? Moi, ce qui domine, c'est le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, parce que j'ai conscience justement d'avoir bien exploité le potentiel qui était le mien, ou les potentiels, hein, qu'ils soient physiques, psychologiques ou autres, d'avoir fait le travail. Surtout, ce qui est le verre à moitié plein, parce que c'est un héritage formidable pour ma vie aujourd'hui. Et tout ce que ça m'a appris, c'est les choses qui ne s'apprennent pas sur le banc de l'école. Ce que vous vivez et la gestion de ces émotions pendant un championnat, c'est pas juste la finale, c'est les séries, les demi-finales, les finales. Les attentes, c'est une accélération dans votre courbe d'apprentissage qui est formidable. Donc c'est pour ça que je regrette que le sport n'ait pas une place dans notre système éducatif plus importante, parce que si on pousse chacun à l'excellence, quel que soit le niveau à l'arrivée, parce que ça dépend de ses qualités, quel que soit le niveau, si chacun va chercher sa propre excellence, c'est un héritage après en termes de comportement qui peut être réinvesti dans d'autres domaines. On apprend par le corps parfois ce que l'on n'apprendra pas assis sur une chaise pendant des heures sur le plan comportemental. Et on le voit bien, il y a beaucoup d'études qui montrent que les résultats scolaires de jeunes qui sont investis dans le sport sont plutôt beaux, parce que ils sont capables de se remettre en cause, ils sont capables de faire une analyse critique au fur et à mesure, hein, ils sont capables de s'organiser aussi, de faire des choix, voire des sacrifices pour obtenir quelque chose. Donc, quand on voit que ça marche dans un domaine, on se dit peut-être que ça marche aussi dans un autre domaine. Et si j'ai des mauvaises notes en maths, c'est pas que parce que le prof ne m'aime pas. Voilà, c'est aussi peut-être parce que je m'organise mal, je travaille moins bien, que je m'investis pas assez. Donc il y a des transferts qui se font, mais ces apprentissages, ils peuvent se faire par l'expérience psychologique et physique à la fois que permet le sport. Tu as pris grand soin à mener de front donc, tes études et en tout cas un projet professionnel en marge de ton projet sportif, ce qui t'a notamment permis d'obtenir un DUT de biologie appliquée dans les industries agroalimentaires en marge de tes années INSEP. Est-ce qu'il a pu t'arriver de penser que ça pouvait être un désavantage par rapport à d'autres athlètes qui préparaient, qui étaient consacrés à 100% sur leur démarche sportive? C'est en post-rationalisant aujourd'hui, tu te dis que évidemment c'était la meilleure voie, et je pense que la question s'est même pas vraiment posée dans ton esprit, mais est-ce que ça a pu être à un moment perçu comme un désavantage parce que toi tu avais aussi cette brique d'études à côté qui prenait évidemment du temps et qui était exigeante? Est-ce que tu as pu le ressentir comme ça? Alors non, j'ai vraiment jamais douté de ce choix-là. Ça, c'est mon équilibre de vie. Et aujourd'hui, je parle beaucoup avec beaucoup de sportifs de haut niveau de ce sujet-là. J'ai l'occasion d'échanger, ou certains qui ont arrêté, certains qui sont en cours, et qui parfois ont fait l'expérience du 100% à un moment parce qu'il y avait une forme d'injonction du système sportif à se mettre à fond dedans, et qui ont perdu pied en fait dans leur pratique sportive, qui ont vu leurs résultats régresser et qui se sont remis dans leur équilibre. Donc à chacun de trouver son équilibre. Cet équilibre, il a l'avantage aussi de vous donner des portes de sortie. L'avantage pour moi de vous donner une certaine sérénité aussi, parce que effectivement, on peut voir le temps que je ne passe pas à m'entraîner, ou que je passe sur les bancs d'école, c'est du temps que je passe pas à m'entraîner. Mais de toute façon, en athlétisme, quand vous entraînez 20-22 heures par semaine sur ma discipline avec les chocs, ça fait beaucoup. Donc après, qu'est-ce que vous faites des 10 heures de toute façon où vous entraînez pas? Bon, effectivement, il y a des soins, ça fait 32 heures. Moi, je vais en cours. Bon, si vous avez fait 10 heures de soins, ce qui m'empêche pas d'avoir mes 10 heures de soins par ailleurs, en s'organisant bien. Et donc, oui, ça peut avoir des effets ponctuellement sur la récupération. Il y a quelques petits moins, mais il y a énormément de plus. Parce que comme je le dis, en menant les études de front à côté, je me suis je me suis organisé la liberté d'échouer pour mieux réussir, pour résumer. Et cette liberté-là, elle n'a pas de prix. C'est un fardeau en moins sur les épaules quand vous courez, vous jouez la partie que vous avez envie de jouer, et pas quelque chose qui commence à prendre une importance trop grande par rapport à ce que vous êtes capable d'assumer. Et ça, certains athlètes, oui, le vivent, parce que quand ils sont en bout de carrière, les résultats commencent à décliner, qu'ils ont arrêté leurs études depuis 10 ans, et puis que ils n'ont aucune perspective pour gagner leur vie au-delà de l'athlétisme, au-delà du sport qu'ils pratiquent plus généralement, ça vous met une pression sur le résultat pour l'année supplémentaire, et ça peut vous amener à faire de mauvais choix après de mauvaises rencontres, et je pense bien sûr au dopage. Cette précarité peut vous amener beaucoup plus à être attiré par les sirènes du dopage en fin de carrière ou dans votre carrière quand vous sentez que vous êtes en difficulté. Et d'ailleurs, quand on voit les cas de sportifs français ou étrangers qui ont qui se sont sciemment dopés, ou par
par négligence, en voulant revenir à tout prix après une blessure et en achetant tout et n'importe quoi sur Internet, c'est un petit peu cette urgence là qui l'explique, parce que ce sont souvent des gens qui ont rien à côté, qui n'ont pas de perspective. On a parlé du rapport à l'autre et aux autres coureurs, et tu as un point de vue que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur ton rapport à l'adversité avec les guillemets qui s'imposent. Je ne sais pas si tu considères les autres coureurs à l'époque, tu les considérais comme des adversaires, mais finalement de se dire que c'était une chance que ces gens-là soient là pour trouver le meilleur en toi. Est-ce que c'est une conviction que tu as toujours eue? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a inculqué et qui est venu avec le temps? Et puis est-ce que c'est un point de vue qui est relativement atypique dans le milieu de la piste, où on imagine qu'il y a des rivalités qui se jouent à coups de centième, etc., beaucoup d'enjeux? Est-ce que c'est une position que tu as très vite eue, et puis est-ce que tu as le sentiment qu'elle est relativement peu partagée par les autres coureurs? Alors oui, mes adversaires étaient clairement des adversaires, mais sur la piste, le jour J, au quotidien aussi, quand ils s'entraînaient de leur côté. Et moi, je me rappelle, et j'aimais bien sur certaines séances très très dures, quand j'avais fini les séances, penser à eux et me dire, là, j'ai mis les pieds peut-être là où ils les mettront pas en termes d'engagement, pour pouvoir voilà, progresser et arriver à être devant sur le rendez-vous qui nous attend, qui nous attendait à ce moment-là. Mais en même temps, je mesure à quel point c'est une chance, parce que à chaque fois, à partir du moment où ils respectent les règles du jeu, bien sûr, ce sont des gens grâce à qui j'ai pu me découvrir au-delà de ce que je pouvais imaginer, développer des ressources et des compétences. Et une fois de plus, ce ne sont pas des ressources juste pour franchir des haies et faire un tour de piste le plus vite possible avec 10 obstacles. Ce sont des ressources qui me servent aujourd'hui. Et sans leur niveau d'excellence, si j'avais dû me contenter de courir 49 secondes pour être champion du monde, j'aurais pas appris autant. Je serais pas allé aussi loin. J'aurais pas rencontré autant de personnes et de belles rencontres bien souvent. Donc c'est une chance, et cette quête d'excellence, oui. Ça peut vous détruire une fois de plus, mais si vous savez le prendre par le bon bout, et c'est parfois un petit peu l'incompréhension du sport, en particulier de compétition en France, qui me fait un peu mal au cœur, c'est que on pense que c'est un asservissement, on pense que c'est quelque chose de destructeur, même physiquement, systématiquement, que c'est écraser l'autre qui nous motive, et que de ce fait, il y a certains penseurs français qui pensent que plus qu'un reflet de la société, le sport de compétition en est la matrice. C'est de dire à quel point on donne au sport une importance qu'il n'a pas, mais surtout on veut le rendre responsable de tous les maux et de notre système compétitif, capitaliste dans la bouche. Et je me dis, c'est une incompréhension incroyable, et c'est sans doute, il y a des gens qui sont très brillants intellectuellement, mais une fois de plus, il y a des choses qu'on n'expérimente que par le corps. Et si on juge le sport sans soi-même s'y être investi corps et âme, avoir fait face à ses frustrations, à ses dilemmes entre l'ego et l'humilité, avoir vécu cette expérience-là, on peut l'aborder même malgré toute l'intelligence que de manière partielle et partiale. J'invite nos auditeurs à aller sur la fiche Wikipédia, sur ta fiche, pour lire ton palmarès en détail. Je vais juste quand même rafraîchir la mémoire des auditeurs avec quelques dates clés. Donc, tu as été champion du monde en 97 à Athènes, champion d'Europe à Munich en 2002. Ça a été l'année de naissance de ton fils aussi, Tidiane, champion du monde par équipe sur 4x400 en relais en 2003 à Paris. La blessure, elle a petit à petit commencé à venir interférer dans ton parcours. Est-ce que tu as réussi à avoir en tout temps une approche assez philosophe et raisonnée de la blessure et sur cette fin de carrière, donc au début des années 2000 jusqu'à 2004, ou est-ce que y avait quand même de l'intérieur une certaine forme de frustration que tu exprimais peut-être pas, ou est-ce que tu as toujours réussi à appréhender la blessure avec beaucoup de recul et de sagesse? Non, c'est toujours une frustration que de se blesser quand on a beaucoup travaillé. Ça l'est forcément moins pour quelqu'un comme moi qui a abordé l'athlétisme par le plaisir de la course, par le plaisir de l'entraînement, avec, comme je dis, une motivation intrinsèque forte. C'est-à-dire que chaque séance me nourrissait, chaque séance, que ce soit la séance en elle-même, le fait de retrouver des amis, m'apporter quelque chose. Donc, quand arrivait la blessure, je me disais pas, tiens, j'ai perdu 3 mois de ma vie à m'entraîner et ça paye pas en retour. Donc, j'avais pas une motivation extrinsèque tournée vers le résultat, la compétition, même si c'était un objectif. Donc, du coup, c'est plus facile de vivre la blessure dans ce contexte-là que quand vous êtes dans un contexte de sacrifice. Moi, j'ai jamais fait de sacrifice, comme je dis, j'ai fait des choix, c'est ce que je répète souvent, et c'est une différence assez fondamentale. Donc, c'est plus facile, vous êtes plus résilient vis-à-vis de la blessure quand vous avez
cette approche de la compétition. Pour autant, ce sont des désillusions très fortes, des moments difficiles. Mais d'une part, j'ai compris que j'y serais confronté assez tôt. 96, ça a été pour moi la plus grande désillusion du fait d'une blessure, une fracture de fatigue dans la préparation des Jeux d'Atlanta. Et j'ai compris que j'y serais confronté assez tôt parce que comme j'étais pas hyper doué, le programme que me proposait mon coach passait par beaucoup d'entraînement, de l'intensité, mais j'avais signé en bas de la feuille avec les risques, donc j'avais admis les risques. Quand vous avez ce type d'entraînement, il y a des risques de blessures avec un travail en musculation conséquent qui était nécessaire. Mais je me suis dit, voilà, je vais essayer de limiter au maximum les blessures et puis de bien profiter des moments où je suis pas blessé. C'est ce que j'ai essayé de faire tout le long de ma carrière. Et j'ai pas de regrets aujourd'hui parce que sans ce travail-là, j'aurais pas eu les blessures, peut-être, mais j'aurais pas eu les résultats non plus que j'ai eu. Donc voilà, c'est un ensemble. Et en même temps, chaque blessure, tous les sportifs, ils sont confrontés à un moment de leur carrière, pas au même moment, mais à un moment, à un autre, et plusieurs fois. Et je me dis, ça fait partie du parcours. Il faut pas être fataliste, il faut mettre en place le maximum de mesures de prophylaxie, mais ça fait partie du parcours et il faut savoir bien les gérer, bien s'entourer une fois de plus, reprendre dans les bons délais, bien comprendre ce qui se passe, bien mettre en œuvre les stratégies. Et tout ça, ça m'intéressait aussi en fait. C'est un autre terrain de compétition. Et c'est valable pour les athlètes de haut niveau comme les amateurs d'ailleurs. Exactement. Cette question de la blessure, c'est une réalité pour tout sportif. Exactement. Et je me dis, c'est un autre terrain de compétition. Et si tu es meilleur sur ce terrain de compétition que les autres, bah, ça t'aidera aussi à être meilleur sur le terrain tout court le jour d'une grande finale. Parce que tu auras su gérer ce moment-là et pas d'autres. Donc voilà, c'est apprendre avec cet état d'esprit. Et moi, j'ai progressé dans certains domaines sur des moments où j'étais blessé. Parce que j'ai pu prendre les choses comme ça. Et je me suis dit, bon, okay, tu peux pas courir, mais tu peux faire plein d'autres choses. Lance-toi à fond là-dedans. J'ai des tonnes de questions, Stéphane, et le temps passe incroyablement vite. Peut-être pour finir sur cette présentation de ton parcours, il y a plein de sujets sur la transition, etc., enfin sur l'après-sportif, mais je pense que c'est des choses que tu as très bien construites de par toutes les briques que tu as posées, les jalons professionnels et ton double projet que tu as mené qui ont fait que, j'imagine, la transition s'est bien opérée après le haut niveau. Je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche. Il y a une des thématiques aujourd'hui assez centrale à laquelle tu t'attaches beaucoup, qui est le sport santé, et notamment auprès d'Harmonie Mutuelle, dont tu es ambassadeur. Est-ce que tu avais une conscience qui était déjà très éveillée sur les bénéfices du sport, sur la santé? J'imagine que ton approche très rationnelle, pragmatique, ta curiosité et ta soif de comprendre ont forcément éveillé de la connaissance et de la compréhension quand tu étais plus jeune, qui est devenue une envie de partage, j'imagine, encore aujourd'hui. C'est très central pour toi? Oui, alors la notion de sport santé, oui, c'est un néologisme qui est assez récent. Donc quand j'étais athlète, j'avais pas conscience de cette dimension-là ou de cette capacité que pouvait avoir le sport, notamment sur le traitement des pathologies, parce que dans le sport santé aujourd'hui, on va jusqu'à l'activité physique adaptée à vocation thérapeutique, puisque l'on sait que l'activité physique et l'exercice physique bien conduit est un soin aujourd'hui reconnu par la Haute Autorité de Santé comme tel. Donc il y a la prévention et la thérapie. Voilà, il y a la prévention primaire, mais ça va jusqu'à là. Donc j'avais pas conscience de tout ça et j'avais pas conscience du rôle que pouvait jouer le mouvement dans notre santé, tant sur le plan préventif que sur le plan thérapeutique. Et donc du rôle que pouvait jouer la sédentarité et le manque d'activité physique dans toutes les pathologies chroniques que l'on connaît aujourd'hui, qui sont des maladies de civilisation. On a longtemps pensé pollution, et puis pollution environnementale, et puis alimentation. Et depuis une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années maintenant, on se rend bien compte que la dimension sédentarité et inactivité physique joue un rôle au moins si important, si ce n'est plus. Donc, j'avais pas conscience de tout ça. Pour autant, j'étais toujours, attentif à ce que le sport, au-delà des problèmes de santé que j'ai pu connaître, ponctuels, musculaires, mécaniques ou autres, n'altère pas ma santé pour le long terme, et donc des problèmes plus irréversibles que la blessure musculaire. Moi, j'ai souffert surtout de blessures musculaires ou de blessures réversibles. J'ai eu 2 fractures de fatigue au pied. Pour le reste, ça a été du musculaire, donc ça, c'est réversible, et ça vous permet... Par contre, j'étais très attentif à tout ce qui était articulaire, genou, colonne vertébrale, et si à un moment on m'avait dit sur un problème, tu peux continuer, mais si tu continues, il est fort probable que quand tu arrêtes, tu puisses plus faire de sport, j'aurais arrêté ma carrière. Donc voilà, j'avais cette hors de question pour moi de sacrifier à la compétition toutes les années de vie qui restaient derrière, et ça aurait été une frustration énorme de pas pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui, de pas pouvoir partager des activités, le ski avec mes enfants ou d'autres activités de plein air, avec eux.
Donc voilà, j'avais cette conscience-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis très investi sur ce sujet parce que je suis fasciné par ce que peut nous donner gratuitement comme bienfait le corps en mouvement. Sur le plan le plus microscopique et moléculaire, on découvre des choses assez incroyables. Et on pensait longtemps que le muscle, il avait juste une fonction mécanique, produire du mouvement. Voilà. Il reçoit une commande électrique et il produit du mouvement. Aujourd'hui, on sait qu'en se mettant en mouvement, il produit des molécules qui s'appellent des myokines et qui vont diffuser dans le sang. Donc, il a un rôle, c'est le plus grand tissu humain, le tissu musculaire, le plus important. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il a une fonction endocrine, comme l'a le foie, comme l'ont d'autres organes, et qui donc va réguler des activités d'autres organes, que ce soit le cerveau, que ce soit le foie, que ce soit le cœur, bien sûr. Et voilà, donc c'est assez exceptionnel et ça me fascine. Et je me dis qu'il faut vraiment que le sport se mette au service du sport santé, qu'il soit préventif et qu'il soit thérapeutique. Parce que c'est vraiment un vecteur de santé dans toutes les dimensions de la santé. Santé, c'est la dimension physique, mentale, mais aussi sociale. Et on voit que le sport, socialement, apporte énormément. Et beaucoup de gens souffrent d'isolement, souffrent de dépression, ça va souvent de pair. Et bien souvent, le sport, c'est aussi une activité sociale, même si elle est à distance avec des réseaux parfois, elle crée du lien. Et ce lien, c'est un facteur antidépresseur, comme l'est l'activité physique, puisque l'activité physique est... je dirais, devrait être en première intention, la prescription de tout médecin qui fait face à un patient qui est dépressif léger, je parle, mais qui rentre dans la spirale de la dépression. Merci beaucoup Stéphane, c'était un nectar ces premiers échanges et tout ce que tu as pu nous raconter sur ton retour sur ton parcours. On va passer à la suite de l'épisode et notre questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui compose une journée parfaite pour toi ? Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir ? Donc, à nouveau, le champ de réponse est très large. Tu mets du sport, du perso, du pro, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il faut pour que la journée soit belle et plaisante ? Alors, ce qu'il faut pour une journée parfaite, je n'en prends pas assez le temps, mais je vais commencer par ça. C'est des moments de contemplation, voilà, de la nature. De la nature ou de la vie qui se déroule devant ses yeux. Parce que même en milieu urbain, ça m'arrive d'être assis sur un banc, de regarder les gens, de regarder des enfants courir après des pigeons. Voilà, et ce sont des petits moments de bonheur. Voilà, donc savoir saisir ces petits moments de bonheur, prendre le temps. Mais moi, en tout cas, ça me fait du bien et ça peut être poser son regard sur la nature, sur un coucher de soleil ou voilà des moments comme ça. Mais ça peut être urbain aussi. Je suis entre les deux. J'aime la nature, mais j'aime la ville parce que j'aime les gens. Et dans la ville, il y a des gens, alors parfois pressés, parfois non, mais voilà. Donc c'est cette idée de prise de recul et un peu de contretemps, de respiration, c'est ça, quel que soit le contexte physique dans lequel ça se passe. Exactement. Aussi, il y a cette dimension-là. C'est voilà, se poser, d'avoir des temps pour ça. Et ouais, voilà, ça c'est pour moi trouver ça. Donc j'essaye de trouver ça. C'est pas tous les jours, mais quand je peux au maximum. Et c'est pas ma nature première parce que je suis pas trop méditation. Je suis pas trop. J'ai une amie qui me voit parce qu'elle me voit partir à vélo. Elle m'avait vu la veille ou l'avant-veille encore courir. Et elle me dit, mais elle a un petit accent parce qu'elle est cubaine. Elle me dit, une voisine, donc elle me dit, mais toi, tu n'es pas un human being, tu es un human doing. et je lui ai répondu, mais on peut être en faisant. On peut être en faisant. Je pense que un artisan qui est en train de faire quelque chose, il est en faisant. Donc les deux ne sont pas opposés. Mais c'est vrai que je suis plutôt actif. Mais de temps en temps, je me pose. Voilà, j'aime bien me poser. Pas longtemps, c'est-à-dire pas longtemps. Il me suffit de pas longtemps. Mais ces petits moments-là sont des vrais petits moments de bonheur. Donc voilà, ça c'est un élément. Bien sûr, voilà, l'activité physique, moi c'est indispensable à mon équilibre. Au quotidien, chaque jour. Ouais, alors chaque jour, et si je suis en déplacement que je peux pas courir, je vais compenser en marchant beaucoup. Quand j'ai des rendez-vous à Paris, par exemple, je vais les faire en marchant. Et puis c'est des moments de contemplation aussi, et on change de rythme. Voilà, c'est un moment où on prend du temps aussi parce que forcément c'est plus long, mais on s'organise autrement. Donc je vais, oui, le plus possible en tout cas. Si ça peut être quotidien, c'est bien. Ça l'est pas. En général, c'est 4 à 5 fois par semaine. Mais ça peut m'arriver que ce soit une fois par semaine quand j'ajoute la marche et d'autres choses.
Voilà, ça fait partie de mon équilibre. Je bouge depuis tout petit, je me suis construit autour du mouvement et ça, j'en ai besoin. Et j'aime découvrir plein d'activités, mais j'ai besoin de bouger. Ouais. Ça, c'est indispensable. Et puis après, du temps pour apprendre. Voilà, apprendre. Donc je dirais contempler, bouger, apprendre. Voilà, dans une journée, si j'ai fait ça, donc et apprendre. Tu as toujours eu cet instinct très curieux et ce besoin d'être finalement nourri, d'être alimenté de plein de sources de connaissances. Dès très petit, tu avais cette volonté-là? Oui, j'étais assez curieux. J'étais assez curieux. Je me rappelle, mes parents avaient acheté des encyclopédies pour les enfants et adolescents. Et j'aimais bien les parcourir sur les phénomènes physiques, sur la météo. Donc j'aimais ça. J'étais pas très roman et je le suis toujours pas trop. Ça m'arrive d'en lire, mais je lis plutôt des essais. En fait, je suis très connecté à la vie concrète, le réel. J'aime aussi Comprendre le observer monde. ce qui se passe. Voilà, exactement. Je trouve qu'il y a tellement de choses incroyables finalement qui peuvent se passer au quotidien que l'on peut avoir à portée de soi, ou en tout cas à défaut d'être incroyables, enrichissantes, qui nous permettent d'apprendre. Et puis donc oui, apprendre, et donc forcément ça passe souvent par des rencontres. Et je prêche un peu pour ma paroisse, mais le podcast est aussi une source géniale, moi je trouve, d'apprentissage, de connaissances. Si on va aller piocher des choses sur l'entrepreneuriat, sur la société, sur le féminisme, sur le sport, c'est le format audio est aussi génial pendant des moments bien sûr. où on s'autorise aussi un peu, les moments dont tu parlais, tu sais, on s'autorise un peu de temps pour soi. C'est vrai que le moment d'écoute du podcast, c'est un moment choisi, où on se cocoon, on se met soit de la connaissance, soit du divertissement dans les oreilles. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi d'apprendre autrement des choses. Bien sûr, je suis d'accord. Je milite un peu pour ma cause, mais Non, c'est une bien sûr, conviction. Si je fais du podcast, c'est pas par hasard non plus. C'est l'objectif, c'est de partager. Donc voilà, quand je dis apprendre, ce qui va avec, c'est souvent partager, parce que quand on échange, alors sur le podcast, on n'est pas forcément dans une interactivité directe, mais c'est l'occasion de rebondir aussi et d'échanger toujours. Et confronter mes idées à d'autres, avec différentes personnes, pour qu'elles me fassent part des siennes, avec un objectif à chaque fois, soit de renforcer les miennes et de les solidifier, soit de les mettre à jour. De questionner tes convictions. Oui, questionner mes convictions, et soit elles en ressortent consolidées, soit elles en ressortent challengées, parce que quelqu'un a trouvé des arguments que je n'avais pas, ou a apporté un regard sur une même question que je n'avais pas, et donc qui va enrichir mon point de vue et le modifier. Voilà, donc ça c'est voilà. Donc contempler, bouger, apprendre. Un beau triptyque. Ouais. Stéphane, en quelques mots, le plus beau compliment qu'on puisse te faire? C'est la deuxième question de ce questionnaire de Proust. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ou il y a peut-être, c'est peut-être maladroit comme parallèle, l'épitaphe dont tu parlais sur ta tombe, je crois avoir entendu ça aussi. Oui. Est-ce que ça peut être une réponse à ça? Oui, il aura essayé de faire au mieux. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est qu'on voudrait qu'on pense, il aura essayé de faire au mieux. Voilà. Ouais. J'ai une troisième question dans mon escarcelle. Le moment, c'est pas plus simple d'ailleurs, parce que pour en trouver un, ça va pas être facile. Le moment qui a changé ta vie pour toujours. Il y a eu un avant et un après, ce jour-là. C'est pas facile, mais je dirais, en fait, il y a un moment qui a changé ma vie, oui, qui est un moment anodin, et la personne qui a changé ma vie ce jour-là ne s'en est sans doute pas rendu compte. C'est ma mère. Ma mère était institutrice, donc j'avais l'habitude le soir de la voir sur la table de la cuisine, avec une pile de cahiers et une autre pile de cahiers ou de copies. Donc à gauche, celle qu'elle avait déjà corrigée, à droite, celle qu'elle n'avait pas corrigée, ou encore l'inverse. Et puis là, vraiment, la pile était très haute. Et je veux la voir, je me rappelle, c'était sur la table de la cuisine, il y a une nappe en Vichy rouge et blanc, et je vais la voir, je devais avoir 7 ans, 7, 8 ans peut-être à ce moment-là. Puis je vais la voir pour mes devoirs. Et puis je lui demande quelque chose, et elle me dit tu vois bien, je suis occupé, et puis maintenant t'es grand, et puis en plus t'as tes 2 frères, donc maintenant t'es grand, tu dois pouvoir te débrouiller tout seul. Et je me dis que ce moment-là, ma mère s'en souvient absolument pas. Et pour moi, ça a été un moment d'éducation fort, et en tant que parent aujourd'hui, je me dis c'est incroyable comment les choses on peut éduquer nos enfants et envoyer des messages forts sans s'en rendre compte. C'est que ça a bien rebondi sur moi. J'aurais pu sentir ça comme de l'abandon. C'était de la responsabilisation finalement. À ce moment-là, comme la responsabilisation. Et c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, tu es responsable, la notion de responsabilité. Et donc de confiance finalement. Comment ? Et donc de confiance. Elle avait confiance en toi, sur ta capacité à pouvoir. Un message de confiance. Si ma mère me dit ça, comme moi j'ai confiance dans ma mère, si elle dit ça, c'est que elle a bien identifié que j'étais capable de faire par moi-même et de me débrouiller, de trouver des solutions. Puis en plus j'ai mes 2 grands frères,
Donc voilà, et voilà, c'est un moment qui peut-être m'a amené à avoir une grande confiance en moi, dans ma capacité à gérer tout ce que je devrais gérer dans ma vie. Et je devais avoir 7-8 ans à ce moment-là. Merci beaucoup Stéphane. C'est le moment habituellement où je présente la course. Je vais y aller de façon très succincte. Donc c'est le marathon de Londres auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Donc il fait partie des majors qui regroupent notamment New York, Chicago, Boston, Berlin et Tokyo. La première édition a eu lieu il y a une quarantaine d'années, en 1981. Et dans les grandes lignes, l'effet saillant, c'est un parcours qui est relativement roulant et plat, puisque Paula Radcliffe a eu notamment, il a décroché le record du monde qui a tenu pendant près de 16 ans sur marathon. C'est aussi une des singularités de cette course. Et puis je pense qu'elle est très dans la culture anglo-saxonne, c'est la dimension de charity, les sommes d'argent qui sont récoltées pour des organisations caritatives. Et à ce jour, il y a plus d'1 milliard de pounds, de livres qui ont été récoltés au fil des différentes éditions du marathon de Londres. Donc c'est aussi une autre vertu et une des choses intéressantes dans ce marathon. Il y a un passage qui chatouille un peu dans le podcast à ce moment-là, qui est la question qui pique. Donc c'est une question très très gentiment piège et bienveillante. Stéphane, tu t'en doutes, qui est en lien avec la course qui va nous intéresser aujourd'hui. Et figure-toi qu'elle va se combiner avec une de tes passions, en tout cas un des centres d'intérêt que tu as développé dans tes jeunes années pour Star Wars, pour la guerre des étoiles. Voilà ma question qui pique pour toi. Le coureur anglais Mathieu Lavedarine détient le record du monde de marathon de Londres, couru le plus vite, déguisé en un personnage de Star Wars. Saurais-tu me dire en quel personnage il était déguisé? Donc je vais te donner des propositions. Jabba the Hutt, pas facile à mon avis. R2D2, un pilote de X-Wings ou Chewbacca? Chewbacca. Eh ben, il a fait en X-Wing. Je sais pas, en Chewbacca, ça ne doit pas être simple, pas être très très simple. Voilà, pour la petite histoire, il a couru en 3h05, ce qui est quand même pas mal en pilote de X-Wing. J'ai vu des photos de son déguisement qui était quand même assez costaud. Stéphane, la force n'a pas été tout à fait avec toi, mais j'espère que tu ne vas pas basculer du côté obscur pour la fin de notre interview. C'était donc X-Wing la bonne réponse à cette question qui pique. Stéphane, juste avant de parler de Londres, plus spécifiquement, ta première expérience sur marathon, ça a été New York en 2005. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller te tester sur ce format-là? Et est-ce que c'est New York qui en soi a été contributif de ce rêve avec toute la dimension mythique que peut incarner ce marathon? Est-ce que ça a été ça la clé d'entrée vers cette distance? Alors pour moi, ça a d'abord été le marathon avant New York. Et avant le marathon, c'était la course sur route, c'est-à-dire comment je vais pouvoir continuer à courir, puisque c'était ma passion tout petit, et que j'aimais toujours la course à pied, que je l'aime toujours autant. Comment je vais pouvoir ressentir ces sensations de la foulée qui se déploie, de ce rebond au sol, du souffle, du cœur qui s'emballe, de la gestion du discours interne qui s'installe, mais dans des temps plus longs, avec moins de possibilités de m'entraîner, mais dans un autre contexte. Voilà, donc la course à pied est très vite une évidence pour moi. J'ai fait les premières courses dès que j'ai arrêté en 2004, je crois fin 2004. J'ai essayé de courir, j'ai eu des problèmes de mollet encore, donc ça n'a pas été facile, mais je crois que j'étais du côté du semi de Beaune fin 2004. Donc ça, c'était une évidence pour moi. Et puis le marathon aussi, parce que j'avais couru le 100 mètres quand j'étais petit, et j'avais couru un 400 mètres, 800 mètres comme ça sur un jubilé, et j'avais goûté à quelques distances et je me suis dit il faut que j'aille voir de l'autre côté, tout au bout, quand on cherche à courir vite mais en plus longtemps. Et j'avais énormément de respect pour les différents marathoniens que j'ai pu rencontrer en équipe de France. Le premier que j'ai rencontré, c'était en 90, Dominique Chevelier, qui a été médaillé à Split. Et puis j'en ai vu beaucoup, je les observais. C'était un monde à part, mais j'avais énormément d'admiration pour voilà ces staccanovistes de l'athlète, de la route. Et je me suis dit, il faut que j'aille essayer de découvrir, pas à la même allure, mais découvrir un peu leur univers un peu plus. C'est challengeant pour toi en termes de préparation, compte tenu de tes acquis, ou justement tu avais un socle suffisamment solide pour finalement être relativement imperméable à l'allongement des distances? Est-ce que ça t'a bousculé finalement des préparations et d'être monté progressif sur des distances route un peu de plus en plus longues? Alors j'avais quand même des bonnes bases parce que gamin j'étais pas mal en cross jusqu'au départemental régional. Après il y avait des gens bien plus doués que moi et c'était pas ma filière de prédilection, donc filière énergétique. Donc j'avais quand même des capacités, un potentiel sur le plan aérobie qui était là pour les coureurs de 4 par rapport aux coureurs de 4. Quand on faisait des tests, on voyait bien. Et j'aimais bien le cross quand j'étais gamin. Donc j'avais ça pour moi. J'avais pour moi aussi que mon volume d'entraînement combiné sans faire de spécifique et sans dépasser 300 mètres à l'entraînement et des footings de 40 minutes m'avait permis, à l'invitation d'un certain Patrick Montel, qui organisait les 10 miles de Rosny, comme ça, un peu au pied levé, de venir courir les 10 miles. Et j'avais aucune idée de rythme, je savais même pas ce que c'était un rythme au kilo, j'avais pas fait une séance.
Et j'avais fait, c'était un 10 miles, donc 16 bornes, j'avais fait 59 minutes, donc moins d'une heure. Donc c'était 16 km/h. Aujourd'hui, je me rends compte avec plus de Solide. recul. Bon, c'est bien, c'est pas bien, ouais, bon, je sais pas. Et je me dis aujourd'hui, j'aimerais bien les refaire. donc, donc voilà, j'avais quand même cette base-là, une base d'entraînement tellement importante que de toute façon, ça met à contribution votre système aérobie. Il y a des études qui ont montré que même sur des séances de sprint répétées, votre système aérobie progresse. Hein. Donc pour des sprinters, ça a déjà été étudié. Donc dès que vous vous mettez en mouvement, parce que la phase de récupération est une phase qui va solliciter aussi votre système aérobie de manière assez puissante entre les courses. Donc bref, j'avais ça pour moi. Après, musculairement, c'était quand même autre chose, courir 10 miles, 16 bornes et puis envisager le marathon. Donc il fallait que je m'entraîne, mais comme j'avais pas beaucoup de temps et que je voulais pas voilà repartir dans un délire d'entraînement, j'aurais pu parce que j'avais un peu de temps pour moi. J'avais un peu de temps pour moi. J'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Je suis contradictoire dans ce que je dis, mais à consacrer en fait. J'aurais pu le faire, mais je voulais pas consacrer plus de 3 fois par semaine, voire 4. Donc c'est court pour préparer un marathon, mais bon, je me suis dit, tu te fixes des objectifs en fonction de ça, 3 à 4 fois par semaine. Et donc pour New York, mon objectif c'était d'aller courir 3 heures ou moins 3 heures. Ça a été 3h02 ou 3h07, je sais plus, et 3h07, oui. Et ça a été une formidable expérience. Donc ça y est, le départ de ce marathon de Londres est donné, qui est l'étape suivante de tes expériences, différentes expériences sur marathon. Tu as pris goût, donc visiblement. Est-ce que tu peux partager avec nous la façon dont s'est passée cette course ce jour-là? Donc il y a évidemment un défi physique majeur, puisque le marathon en reste un. Il faut jamais banaliser une telle distance. Et puis il y a cet objectif sportif de 3 heures que tu t'es assigné. Mais c'est aussi, ça va être l'expression même de ce qu'est de la beauté du sport au sens large. Et puis là, dans ce qui apprécie particulièrement la course à pied avec ces notions de partage et de solidarité. Est-ce que tu peux nous faire vivre dans tes baskets cette course ce jour-là où tu devais prendre le départ avec un ami et finalement tu es parti tout seul? Est-ce que tu peux nous plonger avec toi et remonter le temps, nous faire remonter le temps en ta compagnie? Oui, j'ai participé plusieurs fois au marathon de Londres, qui est vraiment un super marathon. La même ambiance qu'à New York, mais parfois avec des rues plus étroites que la première avenue ou la 5e avenue, donc on sent encore plus la présence. Et parfois ça bourdonne dans les oreilles tellement on est encouragé. Donc c'est un super marathon. Et sur une édition, effectivement, je devais être avec un ami au départ, et pour une fois, c'était pas moi qui étais blessé, mais c'était lui. Et donc, je me retrouve, entre guillemets, tout seul, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais en tout cas, seul face à mon effort, pas de pote avec qui partager la course, puisque lui aussi préparait un marathon en moins de 3 heures, c'était mon objectif. Et puis, je pars, et puis c'est la cohue, il y a plusieurs départs à Londres, c'est la cohue, ça se croise, ça passe devant, ça se bouscule. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui est à côté, et puis qui reste à côté quand même. Et je vois, on est vraiment dans le même rythme. Et alors je me retourne sur le côté comme ça, je le regarde, et puis il me tourne la tête comme ça, et puis il me fait en anglais 3 heures. J'ai fait ouais, il fait moins de 3 heures. Je lui fais ouais, moins de 3 heures. Il fait let's go. Et donc voilà, on discute un peu, et il me dit je suis écossais, voilà, j'ai déjà fait moins de 3 heures, et donc je lui dis voilà, Londres c'est un marathon que j'aime bien, et on court, et puis un peu, il y a des moments où on est toujours dans le dur, dans le marathon, donc je lui dis vas-y, parce que là c'est un petit peu trop soutenu, faut que je. Et puis il me dit non, je reste avec toi, donc on court ensemble. À l'inverse, plus tard c'est moi qui l'attends, et puis après c'est lui, et ainsi de suite. On a des coups de moins bien chacun à des moments différents, mais on fait la course ensemble. Et puis on arrive, pour ceux qui connaissent le marathon de Londres, le long de la Tamise, et puis avant de tourner à droite face à Westminster, là on n'est plus très loin de l'arrivée. Et je lui dis, voilà, tu m'as l'air bien, moi je sens que mes mollets, ils sont limite crampes, donc vas-y, file, t'as les jambes, vas-y. Et puis il dit non, je reste avec toi, et puis j'insiste vraiment, je lui dis vas-y, j'arriverai au bout, il y a pas de souci, mais et puis j'étais sur des bases pour faire moins de 3 heures, donc il y avait plus de soucis de ce côté-là, mais il fallait surtout pas que j'ai des crampes, parce que là ça aurait pu compliquer les choses. Et donc il part, et puis je le perds de vue, et puis je franchis la ligne ensuite, et je prends ma couverture de survie, je remonte, et je le vois. Et je sais même plus son prénom, je sais plus c'était John ou Paul, ou je sais plus, bon bref. Et je le vois, il me fait « Oh, Stéphane !» Et puis je prends dans mes bras, on se prend dans les bras. On était en sueur dégoulinant avec avec nos comment dire, nos couvertures de survie un peu métalliques, là, couleur alu. Et puis, on se quitte, et on se repère à nouveau dans la foule. Bon, voilà, ça en reste là. Et en remontant, en marchant, là, quand on marche sur the mall pour aller vers la zone de sortie, je me dis, mais quand même, qu'est-ce qui peut vous permettre de tomber dans les bras d'une personne en dégoulinant de sueur, alors que 3 heures avant, vous ne la connaissiez pas? Je dis, c'est la magie de la course à pied.
on a vécu quelque chose ensemble d'incroyable, de complètement incroyable. Et je me dis, c'est la magie, la magie du sport de manière générale, mais du running, de la course à pied, c'est que ça fait tomber les barrières, ça crée du lien à une vitesse incroyable au point de se retrouver comme ça dans cette situation-là. Il n'y a rien eu après, on sait pas, voilà, mais il y aurait pu avoir une amitié, quelque chose. Mais peu importe finalement, c'est pas ça le plus important, c'est à quel point on partage des choses fortement sur le plan émotionnel grâce à la course à pied. C'est la beauté du sport en général et effectivement de la course à pied. En ça, vraiment, cette course, elle est épique et très révélatrice. En tout cas, moi je trouve des valeurs qui sont fondamentales dans le sport. Tous ces verrous qui sautent tellement facilement finalement parce on est là pour partager et puis se dépasser ensemble, chacun à son échelle. Stéphane, on va se projeter maintenant un peu sur l'avenir. Donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter de quoi ton année 2023 ça sera faite? Il y a aussi 2024 qui est évidemment un grand rendez-vous. Tu es aussi membre de la commission des athlètes de Paris 2024. Voilà, si tu peux nous éclairer un peu sur ton rôle, tes engagements et puis ta vision de ce que pourront et devraient être ces Jeux. Comment se construit l'avenir? Tu as aussi des projets professionnels, notamment le campus d'Iegana Sport Santé. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu à voir de quoi seront faits, de ce que tu connais en tout cas de tes prochains mois? Oui, alors je m'ennuie pas. Donc, je suis curieux de beaucoup de choses et j'ai envie de faire beaucoup de choses. Donc, je suis un peu boulimique parce que c'est à chaque fois des choses qui sont motivantes dans des univers qui sont différents, soit dans des univers pro, soit dans des univers associatifs. J'ai pris la présidence de mon club d'athlétisme en avril 2022, le Nice Côte d'Azur Athlétisme. C'est passionnant. En même temps, c'est un gros club, 1200 adhérents. Donc, beaucoup de choses à faire. Mais voilà, donc c'est des engagements associatifs beaucoup, et puis des engagements personnels, professionnels autour des problématiques sport santé beaucoup, avec un projet de campus sport santé, mais qui est très très compliqué. C'est presque l'Arlésienne maintenant parce que ça fait très longtemps que je travaille dessus. On est bloqué pour des questions administratives et de recours juridiques. Mais voilà, c'est une année qui va être assez charnière pour ce projet-là, un peu un go-no-go pour savoir si on va pouvoir aller plus loin. Mais je disais ça il y a 2 ans déjà, c'était presque le cas, mais avec le rythme de la justice, c'est un peu compliqué toujours. Il faut s'adapter, il faut être patient. Mais bon, plein d'autres voilà projets autour du sport santé de toute façon sur lesquels je suis engagé. Après, oui, Paris 2024, je suis à la commission des athlètes, donc commission qui se réunit 3-4 fois par an, et puis des échanges entre passionnants de vivre les problématiques des jeux par cet engagement-là. L'idée de cette commission, c'est quoi le rôle que vous avez chacun des 18 qui contribuent? La commission des athlètes, c'est une commission qui est obligatoire dès que vous organisez des Jeux Olympiques. Elle est voulue par le CIO pour que les athlètes soient pleinement impliqués et pour qu'ils puissent veiller à ce que les engagements qui ont été pris en phase de candidature pour l'expérience des athlètes, que ce soit sur les sites de compétition, que ce soit dans le village, que ce soit dans les transports, voilà, l'expérience des athlètes en général soit garantie, même s'il y a des changements, parce qu'il y a toujours des changements, et que voilà, les athlètes soient là pour défendre justement les enjeux qui sont liés aux athlètes. Donc on a des échanges toujours intéressants dans ce sens-là, qui concernent, comme je le disais, toute la vie de l'athlète sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis en même temps, on a des rôles aussi de soutien et d'ambassadeur, je dirais, de Paris 2024 auprès de la population, pour mobiliser la population autour des Jeux. Mais bon, quand je vois le succès qu'il y a, que ce soit pour les places, que ce soit pour être bénévole sur les Jeux, il y a énormément de demandes, des gens qui veulent faire des stages, qui veulent y travailler. Il y a un engouement qui est très fort, donc j'ai pas de doute sur l'engagement de la population. Après, c'est aussi évoquer les enjeux d'héritage des Jeux, plus qu'en matière d'infrastructure, sur justement l'évolution de la place du sport dans la société à tous les âges et pour tous. Des belles perspectives, réjouissantes en tout cas. Là, le verre, il est plus qu'à moitié plein là, quand on regarde tout ça et tout ce qui se dessine pour les prochains mois. Stéphane, c'est la dernière question de cet épisode. C'est le motto de la fin. Donc, c'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui illustrerait ta philosophie de vie, ton rapport au sport, enfin voilà, de façon assez globale? Est-ce que tu as une phrase un peu totem que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Oui, philosophie de vie, en fait, elle est churchillienne, dans le sens où j'ai découvert une citation de Churchill il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, que je connaissais pas, et qui en fait résume bien le rapport que j'ai à la difficulté quand elle se présente,
le rapport que j'ai à la vie avec tout ce qu'elle nous propose voilà, au quotidien, le rapport que j'ai eu bien sûr à la vie sportive, à mon parcours sportif, et le rapport voilà à cette difficulté, et c'est une phrase de Churchill que j'aime partager parce que elle définit bien la façon dont je vois les obstacles qu'on peut rencontrer sur la piste au sens propre et figuré, et puis dans la vie au sens figuré de manière générale. Churchill disait et voyait la vie avec optimisme, visiblement avec un optimisme qui me définit plutôt bien aussi. Et il disait le pessimiste voit dans chaque opportunité une difficulté, et l'optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Et c'est vrai que sur le plan humain, sur le plan de développement personnel, la difficulté est une opportunité. Alors on va pas la chercher, c'est sûr, mais il nous reste que ça quand on y est confronté. Qu'est-ce que l'on en fait, comment on peut s'en servir pour devenir meilleur. C'est un petit peu Nietzsche aussi, voilà, ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours vrai pour tout le monde. Donc c'est pas une injonction et c'est pas quelque chose qu'il faut balancer comme ça à la tête des gens, parce qu'on est plus ou moins résilient. On a des parcours qui nous permettent d'être plus ou moins résilients, mais c'est quelque chose vers quoi il faut essayer de tendre. L'optimisme churchillien, ou je dirais cette capacité à voir le positif dans la difficulté. Et comme il y a beaucoup de difficultés devant nous et que les temps sont un peu compliqués, je crois qu'on a plus que jamais besoin. Merci Stéphane. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de revenir avec autant de générosité sur ton parcours de vie. Je ne doute pas que les auditeurs du podcast, tout comme moi, vont partir avec leurs oreilles et leur bagage chargé de nombreux enseignements et puis de réflexions que tu as pu partager avec nous. Merci à travers ton histoire et puis tes mots de donner au sport ses plus belles dettes de noblesse. Je le dis vraiment très sincèrement, je le pense, et je ne suis pas le seul à le penser. Et notamment la course à pied, évidemment, mais dans un cadre plus global, le sport et toutes ces vertus qu'on connaît et qu'on espère vont continuer à se développer, d'avoir une société qui bouge et qui est en mouvement. C'est fondamental pour tous, pour soi, pour soi-même, pour les autres, pour le monde. Je te souhaite une très belle et heureuse année 2023. Il est encore temps, Stéphane. Merci à toi aussi. Et puis, pour clôturer un peu avec ce que je te disais en préambule, demain, donc c'est vendredi 13, n'oublie pas d'aller faire une petite grille de loto. Ça pourrait être une bonne façon de démarrer l'année aussi si tu as quelques numéros qui sortent. Ça peut être aussi l'occasion de démarrer en fanfare. Alors, je suis pas très joueur, désolé. En fait, et pourquoi une fois on m'a demandé pourquoi tu étais joueur, je dis mais la vie me donne, je suis tellement chanceux avec la vie que j'ai que je vais pas avoir de la chance au jeu en plus. C'est vendredi 13 toute l'année. Merci infiniment Stéphane, c'était un super moment. À très bientôt, j'espère. Merci de l'invitation. Salut, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.